Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour ce premier séminaire organisé depuis un temps certain par le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières, la CREC pour les intimes, dont le Conseil assure le secrétariat. Avant d'entamer nos travaux, je voudrais vous indiquer que la séance sera filmée et enregistrée, donc soyez prudents dans vos interventions. La thématique du jour, celle de la petite voirie, est un sujet qui préoccupe la CREC depuis de nombreuses années. Déjà, lors de la préparation de ce qui allait devenir le décret voirie de 2014, la CREC avait remis un avis d'initiative en 2013. Quelques années plus tard, dans son avis de décembre 2016 relatif aux procédures administratives, la CREC évoquait à nouveau le décret voirie. À la suite de son renouvellement, qui a eu lieu en 2021, les perspectives de travail reprennent également la petite voirie comme une des préoccupations de la Commission. Et c'est au début de l'année 2022 que la CREC s'est à nouveau saisie du sujet. Elle a organisé un webinaire en février de cette année-ci 2022 intitulé « De l'usage des petites voiries, mise au point et point de vue ». Ont participé ou ont été invités à ce webinaire les membres de plusieurs pôles et commissions dont le Conseil assure le secrétariat, ainsi que des représentants des ministres du gouvernement qui sont concernés par la problématique, et c'est à peu près tous les ministres. Nombre d'entre vous y ont probablement participé, comme moi-même, où j'ai découvert le grand intérêt et l'implication des participantes et des participants pour ce sujet. Lors de ce webinaire, Maître Delnoy et Lejeune ont expliqué, ont exposé le cadre juridique du décret relatif à la voirie communale. L'essentiel du webinaire a ensuite été consacré au retour d'expérience des différents intervenants ou utilisateurs de ces petites voiries, les carriers, les agriculteurs, les propriétaires, les gestionnaires, les pouvoirs locaux, les utilisateurs. Ils ont partagé leur expérience et ont mis en évidence, au travers de cas concrets, des difficultés rencontrées, les enjeux, les attentes et des pistes de solutions possibles. Les discussions et les débats avaient mis en évidence la transversalité de la thématique, son étendue, les questionnements et les difficultés que posent les petites voiries. En effet, la thématique touche une série de secteurs ou de milieux, comme notamment les carrières, les espaces agricoles, le tourisme, les forêts et encore bien d'autres, et de nombreux intervenants, les promeneurs, avec leurs différentes montures, les propriétaires, les autorités publiques, les professionnels et encore d'autres. Chacun, bien sûr, a sa vision de la petite voirie et de son usage, ce qui est source de difficultés. En vue de le résoudre, la matière doit donc être abordée de manière holistique et globale. À la suite de ce webinaire, 7 instances consultatives, dont le CESE Wallonie assure le secrétariat, et qui comprennent de nombreuses composantes représentatives de la société civile, ont remis un avis d'initiative sur le sujet le 29 septembre dernier. Les instances concernées sont la CREC, les pôles thématiques logement, mobilité, ruralité, aménagement du territoire, environnement, ainsi que la Commission royale des monuments, sites et fouilles. Dans cet avis conjoint, les instances attirent l'attention du gouvernement wallon sur les enjeux que posent les petites voiries de manière générale, transversale et concrète. Elles y formulent une série de recommandations, articulées en 8 thématiques, que nous allons approfondir durant cette matinée. Ces recommandations ont fait l'objet de discussions pour arriver à un consensus. Il s'agit d'une très bonne illustration du travail d'initiative qui peut se réaliser au sein de la fonction consultative avec l'appui du CESE Wallonie, en plus des avis qui sont remis à la demande des autorités publiques. Le séminaire d'aujourd'hui constitue une étape importante des travaux. Il vise à porter à la connaissance du public, il y a un communiqué de presse qui est prévu, et du monde politique, le gouvernement, les parlementaires, d'autres mandataires, les recommandations qui ont été formulées sur un sujet sociétal important, source de difficultés et de conflits. Ceci pourra être réduit, voire résolu,
grâce à la concrétisation des propositions formulées dans l'avis. Une action coordonnée du gouvernement wallon est nécessaire pour enclencher cette mise en œuvre. Chaque pôle ou commission qui a participé à la réalisation de l'avis, et je souligne ici l'investissement de toutes celles et tous ceux qui y ont participé ainsi que du secrétariat, va présenter alors une thématique et des recommandations qui y sont attachées. Enfin, M. Quentin Picrot, qui représente le ministre de l'Aménagement du territoire, M. Willy Borsu, conclura cette matinée en apportant, espérons-le, des premiers éléments de réponse envisagés par le gouvernement suite à cet avis conjoint. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellents travaux lors de cette matinée et je passe sans tarder la parole à Michel Calozet, président de la CREEC et promoteur de ce séminaire, qui va introduire et animer les travaux. Merci Luc, merci au Conseil économique et social et à toute l'équipe du secrétariat. Merci à Nathalie pour l'organisation de ce qui se projette être un séminaire sans faille au niveau de l'organisation. Je reviens juste peut-être sur tes propos de fin d'intervention qui sont quand même au niveau de la CREEC que je représente aussi ici en tant que président, des éléments extrêmement importants. Donc ce qu'on attend maintenant de la part du gouvernement wallon, c'est qu'ils prennent pour lui ce consensus. Il faut dire qu'au terme des 5 réunions que nous avons eues avec les différents pôles, les discussions ont été animées, correctes, courtoises. Donc, comme quoi, même si sur le terrain il y a des conflits qui naissent, on peut, au niveau des instances, avoir un dialogue positif dans le but, et c'est ça qui est extrêmement important, de trouver des solutions à cette question de la petite voirie qui est sur la table, on l'a dit, et dans ton historique, Luc, depuis 2014. Donc on verra ici tout au long du séminaire, comme Luc l'a exprimé, les différents thèmes qui ont été abordés et rassemblés par l'équipe du secrétariat, qui a fait en sorte que cet avis est quand même un avis, je vais dire, majeur de la part du Conseil économique et social. Je pense que c'est assez rare que des avis aussi structurés, un avis d'initiative d'ailleurs, a pu aboutir, et je le redis, à un consensus qui est là et qui permet et qui peut être une ligne de conduite pour le gouvernement pour pouvoir donner suite. Donc la balle est bien dans le camp du gouvernement. Aujourd'hui, les acteurs se rencontrent, il y a des assises de la forêt, il y a des assises à gauche, à droite, sur différentes thématiques. Ce qui est important pour nous, c'est bien cette vision transversale. Je dois dire le mot pour Sophie, je dois dire le mot holistique, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment une vision la plus, allez, je vais encore le placer une deuxième fois, holistique possible. Je crois que vous comprenez bien ce terme, pour dire que si on prend les choses petit à petit, on ne va arriver à rien du tout. Donc c'est un vrai appel de la part du Conseil de pouvoir arriver à quelque chose. Alors, on est toujours soumis au rythme et au calendrier des élections. Je pense que le sujet doit transcender ce calendrier. Et donc, nous appelons, en tout cas au niveau de la CREEC, fermement le gouvernement pour qu'il ne tienne pas compte d'échéances électorales, mais qu'il tienne compte de la réalité de la problématique pour mettre en œuvre déjà différentes actions, et on compte sur lui. Et Luc et moi, on est à la disposition, bien entendu, du gouvernement et du Parlement pour pouvoir répondre à leurs questions en termes de contenu, mais également en termes d'organisation si nécessaire. Voilà, c'était je me permettais, Luc, d'insister sur cet aspect-là. Maintenant, on m'a demandé d'organiser un tout petit peu les travaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer en revue les 8 thématiques de cet avis. Donc, chaque représentant des différentes instances va s'exprimer, ou vont s'exprimer, puisqu'il y en aura 2 pour certaines thématiques plus complexes sur donc ces différents points. Peut-être on verra en fonction du temps, si on prend des questions à la suite de chaque exposé, où on garde, comme c'est prévu dans le programme initial, un temps de questions-réponses. Comme on est enregistré, je vous demanderai de bien vouloir vous présenter de manière courte, et que vous ayez, s'il vous plaît, des interventions très courtes et, si possible, des questions de compréhension.
Les points de vue, ils ont été exprimés et ont abouti au consensus. Évidemment, ce n'est pas une dictature, hein, tout le monde peut s'exprimer, mais je pense que ici, l'objectif est qu'on ait une compréhension mutuelle de cet avis, en tout cas pour les personnes qui n'y ont pas participé. Donc je vais tout de suite passer la parole à un tandem de choc, composé par ordre de préséance par Séverine Van Weyenberg et M. Raoul Hubert. Je pense que M. Hubert a volé la politesse à Séverine et va entamer la présentation donc, du premier point qui va traiter des implications générales sur le décret voirie. Alors, au niveau pratique, vous venez tous les deux, c'est très bien. Je pense que c'est bien que la personne qui s'exprime vienne ici, M. Hubert, si vous voulez, ou pas? C'est comme ça qu'on fait? Non? Oui? Ok. Voilà. Merci. Petite télécommande pour faire défiler les slides. Vous cliquez sur la droite. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, pardon. Je suis fatigué d'avoir tenu une demi-heure de blocage de l'autoroute. Tout le monde est là, on est bien à l'heure. Je m'appelle donc Raoul Hubert et je représente la plateforme des associations socio-récréatives pour la défense et la promotion de la petite voirie, dite aussi voie lente ou voie douce. Cette plateforme est composée ici par les sentiers de grande randonnée, Chemin de Wallonie, Tous à pied, Fédération francophone belge de cyclotourisme et de VTT, la Fédération francophone d'équitation et d'attelage. Nous rassemblons donc un groupe d'intérêt comprenant les piétons, les cavaliers et les cyclistes, soit les principaux usagers de la petite voirie communale. Si notre groupe a pleinement participé à la rédaction d'un avis qui sera rendu au gouvernement pour améliorer les règles sur l'usage de la petite voirie, nous tenons aussi à rappeler qu'il ne faut pas, surtout pas, jeter toute l'eau du bain de ce décret dont le fond est du béton, mais dont la forme est imparfaite. Donc, nous commencerons par 3 implications générales du décret qui seraient à améliorer dans sa formulation, dans l'opérationnalité et dans l'articulation des contradictions entre un décret et d'autres réglementations. Dans la formulation du décret, certains passages du décret sont formés de telle sorte que ça entraîne des blocages en termes de procédure. Et je vais en arrière pour préciser qu'une première recommandation générale que nous faisons est bien de préciser certaines notions via l'adoption d'une circulaire ministérielle interprétative, par exemple, pour préciser ce qu'est une voirie communale, chemin, sentier, servitude de passage, autorité compétente, maillage, etc. Et pour expliciter un exemple, sur la formulation du décret, il est par exemple indispensable de bien définir le type de voirie et de distinguer un chemin d'un sentier. Le décret voirie ou la loi d'avril 1841 ne fait aucune distinction juridique entre les deux, car ce n'est pas son objet qui est dévolu au régime juridique de la voirie. Par contre, le plan d'alignement et de délimitation que constitue l'Atlas de 1841, repris dans le décret via l'article 91, celui-ci donne des largeurs aux servitudes publiques de passage que l'on considère comme sentiers communaux. Ils vont de moins d'1 mètre à 1,60 m, mais dans la réalité, en 95% des cas, les sentiers mis à l'Atlas ont une largeur de 1,17 m ou de 1,20 m. Vous voyez ici, sur le fond de plan de l'Atlas, fort altéré au cours de ma mise en page de débutant, vous devinerez 2 sentiers partant de ce village de Gaulois vers le sud-ouest, descendre à droite. Ils sont marqués à 1,20 m sur le plan pour, dit-on, permettre le passage croisé de 2 brouettes, eh oui, mais aussi tracé en point interrompu,
désignant spécifiquement une servitude publique de passage, contrairement aux chemins communaux tracés en point très plein aux limites cadastrales. Ce sont donc d'autres règles, dites de police, qui déterminent ce qu'est un sentier et un chemin, suivant la localisation de celui-ci, et qui déterminent aussi quel type d'usagers peuvent y circuler. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui encore, la ruelle de Wurth, à Stave, dans la région de Mettey, que cette voirie donc est toujours réservée aux piétons. Sur la notion de chemin et de sentier, voilà ce qu'en disent intégralement et le code de la route et le code forestier. Le code de la route. Un sentier est une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire à un piéton et à une brouette. Un chemin de terre est une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation de véhicules en général. On revient alors au code forestier qui précise mieux. Un chemin est une voie ouverte à la circulation du public, en terre ou empierrée, plus large qu'un sentier, qui n'est pas aménagé pour la circulation de véhicules en général et donc réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers. Un sentier est une voie ouverte à la circulation du public, étroite, dont la largeur inférieure à 1 mètre, ici, n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons. Sous-entendu qui est réservé strictement aux piétons. Le code va encore plus loin en disant une voie publique est une voie dont l'assiette est publique ou qui fait l'objet d'une servitude publique de passage sur assiette ou fonds privé. Et enfin, une des autres définitions de la voirie, une voie ouverte à la circulation du public est une voie publique ou une voie dont l'inaccessibilité n'a pas été matérialisée sous le terrain par une barrière ou un panneau. Ce sont des articles. Et par ces définitions-là, nous, en tant qu'usagers, nous résumons globalement la chose par tout chemin non expressément fermé ou interdit est accessible au public. Autre exemple de formulation qu'il faudrait absolument éclaircir, il concerne l'article 24.5 sur l'enquête publique. En cas de pluralité de police, par exemple un permis unique lié à une modification de voirie, l'enquête publique est alors commune et doit mentionner les différentes législations concernées. Les délais d'enquête sont ceux qui sont les plus longs. Une enquête publique concernant une demande de fermeture de voirie communale implique un délai d'1 mois. Et pour un permis unique, permis d'urbanisme ou permis d'exploiter classe 2, il ne faut que 15 jours. Sur cette affiche-ci, malgré un délai exact d'1 mois, aucune allusion ne concerne une fermeture de voirie, par exemple. Et maintenant, à titre d'actualité, à Liège, pour le moment, sur la reconversion du site Saint-Joseph, une enquête publique est doublée et annoncée depuis hier. Le 4 décembre, donc l'enquête publique doublée est annoncée depuis hier, du 4 décembre au 11 janvier. Ce qui veut dire qu'ils appliquent le mois nécessaire, mais en plus rajouté par la trêve des confiseurs ou les périodes d'été. Alors, sur l'article 29, nécessitons un constat communal d'une prescription acquisitive. Donc, pour officialiser un état de fait où une voirie a été occupée, utilisée pendant 30 ans. Ce préalable obligé pour entrer une voirie dans la voie communale ne crée pas de droit, mais est déclaratif d'un constat de droit. Il vise à éviter les créations occultes de voiries, mais ce constat peut cependant être contesté devant le juge par le propriétaire de l'assiette pour atteinte au droit de propriété. Oui, c'est déjà très simple. En fait, la prescription acquisitive d'une servitude publique de passage s'applique automatiquement dès que les conditions sont réunies. Passage continu pendant 30 ans sans qu'il soit question de tolérance. Et sans décision ni judiciaire ni administrative. Encore que celles-ci peuvent confirmer par un constat la situation de droit
Et c'est ce qu'a fait le législateur wallon avec l'article 29. Celui-ci découlant d'un arrêt de cour d'association. Donc, en conclusion, reste que l'ambiguïté entre la servitude publique de passage et son officialisation comme voirie communale nécessite une clarification au travers d'une circulaire interprétative réclamée par l'avis qui nous occupe ici ce matin. Et les voiries conventionnelles. Les voiries conventionnelles sont-elles réglées par l'article 10 ? Autre article. Eh bien, les communes et les propriétaires de parcelles privées, libres de charges et de servitudes, donc bien privées, peuvent convenir d'affecter celles-ci à la circulation du public par convention. Mais, pour finaliser la convention, il est nécessaire d'appliquer la même réglementation que pour créer une voirie communale. Donc, il semblerait que cette lourde procédure serait inadaptée à une voirie temporaire et qu'elle n'aurait donc pas beaucoup d'avenir. Un simple contrat entre un propriétaire et la commune peut suffire pour atteindre le même objectif. L'opérationnalité du décret voirie. Ça, c'est une partie que je vais laisser à Séverine, qui n'est pas venue pour rien. Et on vient d'aborder l'article 10 sur la voirie déjà. Et nous laissons maintenant à Séverine d'autres implications de ce décret de voirie communale. Merci pour votre attention et bon courage pour la suite. Merci Raoul. Bonjour à tous. Donc, je suis Séverine Van Ooyenberg. Je suis ici en tant que représentante du pôle ruralité avec Raoul Hubert. Donc, dans le cadre du groupe de travail, il y avait à chaque fois tous les pôles qui ont été invités à participer au groupe de travail. Et donc, Raoul Hubert et moi, nous avons été désignés par le pôle ruralité pour représenter donc ce pôle, en particulier donc au sein de la section filière bois, où la fonction socio-récréative est représentée. Donc, nous avions estimé nécessaire d'avoir des représentants de la fonction socio-récréative. Et donc Raoul Hubert en faisant partie. Et donc sinon, je suis secrétaire générale pour NTF, qui est l'association des propriétaires ruraux de Wallonie. Et donc, je suis un peu connue pour être Madame Chemin, puisque c'est un dossier important dans notre association par rapport aux propriétaires de terres agricoles et de forêts. Alors, le groupe de travail, comme Michel Calozet nous l'a introduit, a été un groupe important puisque nous avons accepté d'essayer de mettre en évidence les points qui sont difficiles à appliquer et qui n'obtiennent pas forcément un consensus sur le terrain. Donc je rappelle ce principe-là parce que Raoul est tout de suite parti dans les difficultés. Et donc ce que nous avons essayé de faire, c'est non pas de trouver des solutions vu qu'on n'est pas forcément d'accord avec les analyses, mais au moins d'identifier les points qui posent problème et les points où le gouvernement wallon, voire le Parlement wallon, pourrait apporter des solutions pour faire avancer ce dossier indépendamment donc des difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain et de certaines velléités. Et donc, c'est pour ça que l'avis qu'on vous présente aujourd'hui est un avis point par point où, quand je vois vos têtes à chacun, je suis en face de vous, où ça fait déjà un quart d'heure que je vous vois à vous dire « mais mon Dieu, où est-ce qu'on va ?» Donc, l'objectif de Raoul était d'essayer d'identifier ces différents points. Et donc, au fur et à mesure de la présentation des autres orateurs, ça sera parfois technique, mais c'est justement pour mettre en évidence ce qui ne fonctionne pas et où là, le gouvernement doit prendre la relève, comme l'a dit Michel, prendre la relève pour apporter ces solutions. Donc, Raoul a expliqué un des problèmes, on vous a montré quelques exemples, mais la vie est plus complexe que ça, où on a identifié toutes sortes d'exemples de points d'achoppement. Donc, on a d'abord les problèmes de définition, donc qui nécessitent certainement peut-être une circulaire pour expliquer ce que c'est la distinction des sentiers et des chemins, puisque là déjà, on a une difficulté d'interprétation, puisque s'agit-il de tenir compte de la hiérarchie des normes de chaque législation. Donc, chaque définition, pour moi en tant que juriste, dépend de chaque décret, tandis que d'autres ont tendance à additionner, comme l'a fait Raoul, additionner les définitions pour arriver à une conclusion de ce que c'est un chemin et un sentier.
Donc là, voilà, ce sont déjà des choses à éclaircir. Alors, sur l'opérationnalité, quand on a adopté le décret, nous avions eu la promesse du Parlement, du gouvernement, de procéder à la mise en application via ce qu'on appelle les arrêtés d'exécution. Donc le décret a été adopté en 2014, on est en 2022, presque 23, et nous n'avons toujours pas cet arrêté d'exécution. Or, on a identifié qu'il y a à peu près 16 articles, plus ou moins importants, d'articles du décret qui ne sont pas opérationnels, faute d'avoir un article d'exécution. Donc on a identifié ces 16 articles. Ce que moi je prendrais comme exemple le plus flagrant pour moi, mais c'est vraiment pour vous montrer comme c'est très important, c'est que actuellement, toutes les décisions communales, donc les décisions administratives communales de recours éventuel et les décisions de justice, pour être opérationnelles, je vais même utiliser le terme opposable au tiers, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est ce que ça veut dire, doivent être envoyées à un point central à la région wallonne pour sortir leur effectivité. Or, cet article, l'article du décret le dit, mais un AGOE devrait préciser à quelle adresse il faut envoyer ces décisions. Donc cet article n'existant pas, aujourd'hui, quand on arrive à une décision de justice, souvent l'avocat vainqueur demande à l'avocat perdant « Veuillez envoyer votre décision à la région wallonne pour que la décision soit effective, qu'elle soit opposable au tiers », ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire concrètement que tout ce qui est fait, tous les efforts qui sont faits, point par point au niveau des communes ou au civil dans les disputes entre particuliers, parfois pour des tronçons très petits, toutes ces décisions-là ne valent strictement rien, puisqu'elles ne sont pas cachetées par la centralisation de leurs décisions au niveau de la région wallonne. Voilà, ça démontre bien que, déjà rien qu'avec ça, on se dit que le décret ne sait pas sortir son opérationnalité. Donc, ce qu'on vous demande d'urgence auprès du gouvernement wallon, donc ça c'est une compétence non pas du Parlement mais du gouvernement, c'est de rédiger cet AGOE de manière urgente, quoi, si on veut au moins avancer là-dessus. Un autre exemple, c'est le règlement communal de police. Donc, on sait qu'il y a des règlements communaux pour l'aménagement du territoire, pour la conservation de la nature, mais il en existe un aussi pour les voiries communales qui devrait permettre d'uniformiser différents éléments. Bon, ici, on a le détail, c'est les constructions, la gestion des fossés, des déplaies, les limites d'excavation, machin. Donc, vous voyez, c'est énormément d'éléments, mais aussi, et peut-être surtout, tout ce qui est relatif au balisage, de manière à avoir une uniformisation des balisages, puisque actuellement, on sait qu'on a différents types de balisages, des plus improvisés par des particuliers, des communes, des associations de mobilité douce, des syndicats d'initiative, la commune, voire la région wallonne, le DNF éventuellement, quand on est en forêt domaniale. Troisième point, donc on a parlé d'abord des problèmes de définition, d'opérationnalité, et puis ce sont les articulations. Et là aussi, c'est un gros point d'achoppement où moi, pratiquant cette matière très régulièrement, je suis interpellée non seulement par des propriétaires privés, mais aussi par des communes qui ont grand mal à comprendre le décret voirie communale, mais qui ont aussi beaucoup de difficultés, et je vous dirais même les juristes, même parfois spécialisés en cette matière, qui ont bien du mal à comprendre comment établir ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc quand on va voir une législation, un article, il dit ceci, et puis quand on va voir un autre article, il dit autre chose. Et donc là, Raoul nous avait fait l'exercice de la définition des sentiers chemins, et en effet, le code forestier, par exemple, nous dit que la forêt est accessible au public, tous les chemins ouverts à la circulation du public. Donc dès lors qu'il y a un panneau ou une clôture, le promeneur est censé ne pas accéder à cet accès qui est donc privé, que ce soit en forêt publique ou privée. Or, quand on regarde d'autres législations, ça va au niveau du décret voirie, puisqu'on vous dit qu'il est possible de se créer une voirie par un passage continu trentenaire, qui doit être confirmé par une décision communale,
déjà élément que souvent on oublie, c'est ce fameux article 29. On a aussi toute l'application du Code civil et du nouveau Code civil qui est venu avec une nouvelle définition, certes intéressante, mais où tous les juristes sont occupés d'à peu près se disputer pour savoir exactement ce qu'il faut entendre par ce nouvel article 3.67, mais aussi de savoir comment il s'articule avec nos propres législations régionales. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, un propriétaire, mais une commune, ne sait absolument plus ce que veut dire un chemin ouvert ou pas au public, qu'est-ce qu'est une prescription trentenaire, qu'est-ce qu'est un passage toléré, etc. Et donc, il faut, notre groupe de travail a identifié qu'il était nécessaire de peut-être prendre des modifications de législation, que ce soit au niveau fédéral ou régional, ou à tout le moins mettre une circulaire qui respecte les différents principes élémentaires de droit. Alors, automatiquement, je dirais que si on ignore, par exemple, les notions de prescription acquisitive ou extinctive, dans les notions de prescription acquisitive, le fait de pouvoir créer par l'usage du public un chemin après un usage de 30 ans, s'il faut passer par l'article 29, je rentre dans des détails déjà très techniques, du constat de création de voirie par passage trentenaire, on entre en opposition avec d'autres législations qui imposent par exemple des dérogations à demander en cas d'atteinte à des éléments protégés par la loi sur la conservation de la nature, où il faut demander donc une demande de destruction. Ça a été le cas des ravels qui ont été mis en dur, où il y a eu très peu de demandes de dérogation pour des destructions d'habitat, où il fallait entamer cette procédure de la loi sur la conservation de la nature. Ou encore dans le Code de l'environnement qui précise que quand on procède à des modifications de structure, il faut procéder à des évaluations d'incidence. Donc ça veut dire que des créations de passages qui sont faits dans le fait sur le terrain, quelque part, ne rentrent pas dans les évaluations des incidences qui peuvent impliquer des perturbations pour l'environnement de manière générale sur tous les facteurs qui interviennent. Autre exemple, mais il y en a d'autres, c'est au niveau des balisages et des circulations. On ne sait pas toujours très bien s'il faut demander l'autorisation. Donc pour baliser, un particulier ne peut pas baliser lui-même, sauf s'il est sur sa propre propriété privée. Il y a des balisages qui sont faits par le commissariat du tourisme et d'autres par le DNF. Et moyennant l'autorisation préalable du propriétaire quand on circule en propriété privée, surtout, ça se manifeste surtout en forêt. Et donc, ce n'est pas toujours très, très clair de savoir de quel type d'autorisation on a besoin et de qui est compétent. Et donc, on a identifié comme ça d'autres éléments, dans notre avis, qui permettent de montrer que, faute d'avoir des directives plus ou moins légales ou pragmatiques de la part du législateur ou de l'exécutif, mais aussi de la part de l'administration. Voilà, je m'en tiendrai là pour nos exemples. Je crois que je suis passée par ce qui m'était dû aujourd'hui. Merci. Merci Séverine, merci Monsieur Hubert. J'ai failli à mon devoir de vous présenter Séverine qui est juriste et criminologue de formation, 15 ans conseillère juridique à la fois et 8 ans chez NTF, elle l'a dit elle-même, et membre depuis 2000 de nombreux organes consultatifs. Et donc Monsieur Hubert et Séverine donc, parlaient bien effectivement ici au nom du pôle ruralité. Monsieur Hubert, lui, donc, est effectivement membre du pôle ruralité, consultant en communication, secteur industriel et environnementaliste depuis un demi-siècle. C'est comme ça que vous vous présentez. Administrateur à Chemin de Wallonie, vous l'avez dit. Je vous présente maintenant Tom de Scuter qui va parler ici au nom du pôle logement. Il est directeur du département territorial à l'Union des villes et communes de Wallonie, licencié en sciences géographiques, titulaire d'un master en gestion des transports et d'un master en management public. Il va nous parler donc d'un sujet qui est vraiment le cœur, je veux dire, du mécanisme qui est la mise en place de l'Atlas des voiries communales. Merci Tom.
Voilà, bonjour à tous. Effectivement, je suis chargé au nom du pôle logement de vous présenter les éléments de réflexion qui ont été mis en évidence dans le cadre du groupe de travail sur la voirie communale, de la question de la mise en place de la classe des voiries communales. Je vais évidemment commencer par faire un tout petit rappel des textes parce que ça me semble extrêmement important pour bien comprendre ce que vise le décret au niveau de cet atlas de la voirie communale, puisqu'on parle bien d'un inventaire qui serait numérique des chemins, voiries et sentiers, donc qui s'appelle communément voirie communale au travers du décret, sous une forme littérale et cartographique. Donc l'idée est d'avoir en définitive un système d'information géographique qui présenterait une information détaillée, coordonnée, ordonnancée dans le temps avec sauvegarde effectivement des informations modificatives et qui serait relative aux alignements, qui soient généraux particuliers, et aux décisions de création, suppression, de modification de la voirie communale, et également les décisions de mise en réserve villaire, qui est un dispositif du décret qui permet en définitive de désaffecter à la circulation du public un chemin qui aurait existé, mais qui ne serait plus utilisé, mais qui présente un intérêt potentiel pour le futur. Et donc, l'idée est de, en définitive, le désaffecter au passage, mais de le conserver comme étant un chemin possible à l'avenir. Donc le décret précise bien que, et Séverine l'a évoqué, toutes les décisions, qu'elles soient administratives ou juridictionnelles, qui concernent ces éléments doivent être transmises au gouvernement ou à son délégué pour mise à jour de cet atlas de la voirie communale notamment, article dont on ne sait effectivement pas comment l'exécuter. Et le décret précise également que les informations sont effectivement accessibles au public selon des modalités à définir par le gouvernement. Alors pour arriver à créer cet atlas de la voirie communale, il faut faire une procédure que le décret appelle d'actualisation des voiries, puisque l'idée sous-jacente est au final d'actualiser l'atlas de 1841, actualisation au travers d'un examen et d'un inventaire systématique complet par les communes de tous leurs plans généraux d'alignement et de l'ensemble de leur réseau viaire. Au travers aussi, pour accompagner les communes, la constitution de comités locaux qui rassemblent à la fois des usagers et des représentants des propriétaires. Et donc l'idée, c'est que ces comités locaux effectivement assistent les communes dans l'examen et l'inventaire systématique de leur voirie, au travers notamment une reconnaissance de terrain. Et puis une fois qu'il y a cet examen des plans d'alignement des voiries, des reconnaissances de terrain par la constitution des comités locaux, il y a l'idée effectivement de supprimer, réviser ou établir des plans d'alignement généraux et de créer, modifier ou confirmer ou supprimer des voiries de manière en définitive à avoir une situation à jour de l'état de la voirie communale. Étant entendu, je me plais à le rappeler que l'idée est de le faire en gardant à l'esprit l'article 1 l'article 1er du décret, puisque la finalité du décret en tant que tel, c'est de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales et d'améliorer leur maillage pour rencontrer les besoins de la mobilité douce actuelle et future. Ça me semble important. Et le dernier élément pour actualiser l'atlas, c'est la constitution, je l'évoquais juste avant, des réserves, la constitution des réserves villaires pour les voiries non utilisées. Donc la situation, effectivement, que ces articles ne sont pas entrés en vigueur et les modalités d'exécution de l'actualisation des voiries communales
ne connaît pas de modalité d'exécution. Donc au final, on connaît les grandes lignes de l'opération qui doit être faite, mais dans le concret, comment les comités locaux sont constitués, comment l'inventaire doit être fait, ces éléments-là ne sont évidemment pas connus à ce jour. Et donc on se retrouve dans une situation où on a un atlas des voiries communales qui est inexistant. Ça se veut être une évolution effectivement de l'atlas des voiries vicinales, mais l'atlas des voiries vicinales n'est pas suffisant dans la mesure où il n'existe pas pour une partie du territoire wallon, puisque les communes germanophones ne faisaient pas partie de l'entité belgique en 1841, et toute une série de parties de communes ne sont pas couvertes par l'atlas. L'atlas, évidemment, depuis 1841, il présente un certain nombre de lacunes, tant en droit qu'en fait, puisqu'il y a des décisions qui ont été non transmises, perdues. L'avis d'une administration est telle, que ce soit au niveau communal ou provincial d'ailleurs, est telle qu'il y a des archives qui ont été égarées. Il y a quelques incendies qui ont frappé des administrations communales et qui ont fait perdre toute une série d'archives avec toute une série de décisions notamment. Et puis il y a les évolutions naturelles sur le terrain. Depuis 1841, le territoire a beaucoup évolué. Je ne rentre pas ici dans les détails, mais il y a toute une série de situations qui se sont faites jour sur le terrain et qui fait qu'il y a une discordance entre cet atlas des voiries vicinales et la situation actuelle, et singulièrement que cet atlas de la voirie, des voiries vicinales, on doit le lire au travers la carte, mais au travers toutes les décisions qui y sont annexées, puisque la carte n'est pas nécessairement remise à jour chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, et donc la difficulté de l'outil qu'est la classe des voiries vicinales est qu'effectivement on ne sait pas le lire sans l'ensemble de ces annexes, descriptions littérales et décisions qui y sont liées. La dernière lacune, je dirais, de l'atlas des voiries vicinales de 1841, c'est qu'elle ne comprend que les voiries vicinales, donc il y a toute une série de voiries ou de servitudes qui permettent le passage du public qui n'y sont pas reprises. Alors je le disais, on est face à un atlas des voiries communales qui a besoin d'éléments de cadrage que pour pouvoir être réalisé. On parle notamment d'une méthodologie unique. On parle aussi évidemment d'une prise en charge des coûts, puisque on peut très bien imaginer que la partie d'analyse ou de repérage sur le terrain prenne un temps limité, mais il y a toute la partie de la mise à jour en droit et de l'analyse notamment des éléments juridiques et des recherches juridiques qui est liée, qui n'est pas anodine en coût. Et puis il y a la question effectivement d'avoir à disposition dans chaque commune de personnes qui ont l'expertise utile que pour pouvoir réaliser cette actualisation qui est bien nécessaire. Alors on l'a évoqué plus avant, le fait que l'atlas des voiries communales ne soit pas présent avec une situation à jour fait naître des confusions et des conflits sur le terrain pour l'usage des voiries. Mais un effet corollaire, c'est que quand il y a de la confusion, quand il y a des situations qui ne sont pas claires, il y a aussi des difficultés pour les communes par rapport aux charges d'entretien, par rapport à la responsabilité, de savoir si effectivement une voirie doit voir une intervention communale ou pas en fonction de sa situation, et ce sont des situations qui sont effectivement inconfortables sur le terrain, et j'aurais tendance à dire que certaines situations de mauvais entretien ou de difficultés d'entretien est parfois liée effectivement à cette absence de clarté quant au statut de la voirie considérée. Je me suis permis ici d'aller voir sur Wallon Map pour vous présenter deux, trois illustrations sauf erreur. Et je voulais ici illustrer le fait que la situation sur le terrain et la situation de l'atlas a bien changé. Il y a eu notamment
toute une série d'opérations de remembrement agricole, comme on peut l'imaginer ici. Et vous voyez que la différence entre le réseau villaire sur le terrain et le réseau villaire proposé par l'Atlas a bien évolué. Donc je ne me positionne pas évidemment sur le caractère justifié ou non de la disparition ou de l'apparition d'ailleurs de certains chemins et sentiers. Je présente juste le fait que la situation a bien changé et je pense qu'on peut voir ici, j'imagine qu'on les voit assez bien, toute une série de chemins et sentiers au milieu des lacs de l'Odeur. Et donc il y a effectivement des éléments à actualiser. Et alors je voulais juste présenter ici une dernière situation où donc WallonMap qui présente un scan en définitive des atlas des chemins et sentiers, mais présente aussi toute une série de périmètres qui sont des périmètres liés au plan d'alignement. Et donc on sait qu'il y a eu des modifications à la voirie dans les périmètres qui sont en orange ici sur la carte, mais on n'en connaît pas la teneur exacte. Et donc il y a une difficulté évidemment, ou en tout cas une absence de clarté sur ce qui s'est passé dans ces différents périmètres. Et donc la situation, en tout cas les informations qu'on a aujourd'hui par rapport aux voiries telles qu'elles existaient au travers de l'Atlas de 1841 n'est manifestement plus à jour. Alors il s'est passé quand même des choses entre le décret et aujourd'hui. Il y a eu une expérience pilote entre 2016 et 2018 qui avait justement pour but de tester une méthodologie pour essayer d'avancer, de voir comment on pourrait avancer par rapport à cette question de la mise en place de l'Atlas des voiries communales. Alors j'ai beaucoup de mal à me positionner aujourd'hui parce que l'expérience a eu lieu. Les communes ont fait un travail assez intéressant et je pense que la plupart d'entre elles sont assez satisfaites de ce qui s'est passé, de l'accompagnement qui a été fait aujourd'hui. Le seul constat que moi je peux poser aujourd'hui, c'est que au final, malgré les éventuels résultats sur le terrain, il n'y a pas nécessairement de résultat qui a été approprié, enfin, dont le gouvernement se serait approprié. Donc on n'a pas aujourd'hui de rapports qui permettent d'avoir une évaluation de l'expérience pilote qui a eu lieu en 2018, rapport qui serait partagé et qui pourrait être les bases d'un travail pour la rédaction des arrêtés dont question, avec notamment, et ce sont des éléments qui ont été évoqués lors des travaux de la commission, des difficultés ou des besoins de confirmer notamment le fonctionnement et la composition des comités locaux. Et un des éléments sur lesquels certaines communes me sont évidemment revenues par rapport aux expériences pilotes, c'est le temps et les moyens qui sont nécessaires pour assurer la mise en place de cette expérience pilote. Donc voilà, donc ce sont toute une série de constats qu'il faudra étayer au regard des conclusions de ce groupe de travail qui devrait pouvoir ressortir de cette expérience pilote. Alors j'en termine, puisque c'est censé être le cœur de mon exposé, je n'étais là qu'à l'introduction, pour vous livrer les recommandations du Conseil économique et social qui réclame avec force au gouvernement la mise en place d'une méthodologie qui permet d'aboutir à cet atlas des voiries communales, inventaire qui doit pouvoir inclure tous les éléments qui ont été modifiés dans la vie de la voirie, je dirais, que ce soit les servitudes, les voiries nommées, les voiries communales créées, constatées, et donc en définitive toutes les différences par rapport à l'Atlas de 1841, et évidemment faire la lumière sur les voiries qui ont été supprimées, définitivement supprimées. Un élément qui me paraît intéressant et que sollicite le CESE aussi, c'est que l'inventaire doit pouvoir reprendre toutes les protections patrimoniales des chemins et des alentours. Ça me paraît être un élément de gestion qui est essentiel pour une bonne conservation de la voirie. Et la deuxième recommandation forte du Conseil économique et social, c'est évidemment de veiller à ce que les moyens nécessaires à l'application du décret
soient mises en place pour assurer la bonne mise en œuvre de cet atlas. Et on parle évidemment ici des moyens financiers, des moyens humains, tant en termes de formation que d'expertise. Voilà, je vous remercie. Merci Tom pour cet exposé très clair. On va passer, si vous voulez bien, donc on prendra les questions après les deux exposés qui suivent. Donc j'inviterai donc les orateurs à venir s'installer ici. Je donne la parole maintenant à Madame Fauchet, qui représente le pôle aménagement du territoire. Madame Fauchet est architecte. Elle occupe la fonction de conseillère en aménagement du territoire et urbanisme dans une petite commune rurale d'ESB. C'est laquelle ? Voilà, de Perlot. Et elle représente également l'Ordre des architectes de la province de Liège, donc au sein de la section aménagement opérationnel du pôle aménagement du territoire. Donc vous allez nous faire un petit topo du troisième point mis en évidence par le groupe de travail sur la mise à disposition d'une information fiable et à jour, ce qui est quand même intéressant et la moindre des choses. Merci. Merci. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter le troisième chapitre donc, de l'avis qui a été rendu par le groupe de travail. Il concerne spécifiquement la mise à disposition d'une information fiable et à jour. Mes slides sont un peu plus légers que ce qui a été présenté jusqu'à présent. En fait, donc, les travaux du groupe ont mis en évidence des problématiques étendues pour tous les usagers de la voirie, et puis surtout les questionnements et les difficultés qui en découlent. Donc, il y a des difficultés pour les agriculteurs, pour les sportifs, pour les promeneurs. Chacun a son point de vue sur la voirie et se pose des questions qui lui paraissent plus ou moins compliquées. Je suis allée voir aujourd'hui sur les supports à disposition Internet ce qu'on pouvait utiliser pour se donner l'idée de la partie, comment dirais-je, de la légalité d'une voirie. Donc, en fonction du suivi des procédures, des voiries communales ne figurent pas forcément à l'atlas. Là, c'est figuré sur l'image de gauche, qui est une vue de l'atlas de la semaine dernière. Et inversement, d'autres cheminements y figurent alors qu'elles n'ont pas le statut de voirie communale. Donc ici, on voit à gauche, sur l'atlas, il n'y a pas encore l'autoroute ni le TGV, alors qu'à droite, on voit sur la vue Google un sentier pointillé en partie sud de l'autoroute et du TGV, qui n'a pas d'existence légale en fait. Donc, si on retourne sur une vue Google d'un autre support, on voit ici un chemin qui est même nommé alors qu'il n'existe pas. Ces deux vues illustrent mon premier cas. On voit clairement une voirie qui a l'air même praticable avec des véhicules, alors qu'en fait, c'est une propriété privée, c'est une parcelle privée. En l'occurrence, une parcelle de la SNCB. Dans les faits, des chemins et voiries peuvent sembler accessibles, alors qu'ils ne le sont pas, donc. Mais l'inverse est vrai aussi. J'illustre ici, mais je ne développe pas le point de vue infractionnel des choses, une voirie publique qui est manifestement clôturée par un propriétaire. Donc, je prends un cas concret pour illustrer de façon plus amusante les problématiques du manque de définition des voiries. Prenons un cas simple, le fameux jogging annuel, qui doit se préparer en fonction d'un territoire existant. Donc, on se dit, tiens, pourrait-on envoyer notre groupe de 200 coureurs par ici ? C'est un sentier, en tout cas, ou un chemin. Ou bien par ici, une voirie asphaltée qui comporte même de la signalisation routière. On aurait aussi aimé passer par ici, mais ce n'est pas possible. On voit ici, derrière le signal de l'arrêt de bus, le démarrage d'un sentier qui a l'air très étroit, alors que normalement, il devrait faire 5 mètres de large. Allons voir sur Google, on voit un tracé, effectivement, qui démarre de façon large rue du Terminus et puis qui devient plus étroit. Il est nommé sur Google alors qu'il n'a pas de nom, c'est un sentier. À droite, la même vue aérienne en photo, on voit qu'il y a un tracé, mais comme l'indication Google est en gris sur le tracé réel, on
on n'arrive pas à déterminer sa largeur. Si on va voir sur le cadastre, on tombe sur cette vue qui comporte 3 traits, on ne sait pas pourquoi. Si on souhaite aller vraiment vérifier la légalité ou la propriété des sentiers sur l'atlas, on va sur le géoportail et il y a déjà des préalables importants qui disent que les informations qu'on va recevoir n'ont pas de valeur légale, qu'elles peuvent être incomplètes et qu'elles sont juste mises à disposition à titre indicatif. Donc ça ne va pas beaucoup nous aider. Ici, sur la vue que l'on trouve actuellement, on voit un tracé rouge, donc ça veut dire que ce chemin il a été modifié. Et on trouve également la preuve, le croquis qui accompagne l'arrêté de la députation du Conseil provincial de 1958, qui atteste bien que ce sentier a été modifié et qu'il fait aujourd'hui, puisque depuis 1958 il n'y a pas eu de modification, 5 mètres de large. Donc, au niveau du fameux tracé du jogging, on n'est pas très avancé. Il fait bien 5 mètres de large, mais en vrai, s'il reste 2 mètres, c'est beaucoup. Il y a des lignes rouges sur l'atlas. Peu de gens connaissent leur signification. Je ne sais pas faire marche arrière, excusez-moi. Je voulais montrer la vue précédente, mais ce n'est pas grave. Donc, il y a aussi des modifications de l'atlas qui sont peu connues. Merci. Donc, on voit ici les lignes rouges et peu de gens connaissent leur signification. Donc effectivement, pour les personnes qui veulent tracer le parcours du jogging, ça devient compliqué. On se dit, on va demander l'aide de la commune. Mais la commune, vous le savez tous, qu'est-ce que c'est une commune? Un territoire, des gens, des habitants. C'est qu'est-ce qui s'occupe des voiries dans une commune? Le collège, le bourgmestre, l'administration. Mais si c'est l'administration, dans quel service pourra-t-on trouver l'info? C'est très compliqué et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, à la commune, on possède aussi les plans du remembrement. Et pour nous, ce sont les plus objectifs. Mais ces plans-là, ils sont disponibles en format papier. Et pas de chance, Michel les a justement repris parce qu'il voulait vérifier quelque chose avec les chasseurs du bois d'à côté. Donc, on ne retrouve pas ces plans. C'est vraiment très compliqué. Et j'ajouterai en anecdote que les organisateurs du petit jogging se demandent si on ne traverserait pas le petit bois. Je retourne en arrière. Mais ne sera-ce pas la saison de la chasse quand on passera au moment de la course? Où pourrait-on trouver cette info? Donc, ça peut donner des découragements et décider qu'il n'y aura pas de jogging cette année. Le groupe de travail a mis dans son chapitre 3 et insiste dessus que l'absence d'une information centralisée, donc vous l'avez remarqué, entraîne un grand flou pour les usagers, certainement aussi pour les propriétaires, mais je ne l'ai pas illustré, sur le statut des chemins et des sentiers, duquel découlent des droits et obligations. Effectivement, si on fait un jogging, il faut de la sécurité, il faut la présence de la zone de secours, il faut des assurances et tout ça. Si on ne connaît pas le statut du sentier sur lequel on va passer, c'est très compliqué à mettre en ordre. Donc, l'inexistence de cet atlas, qui serait accessible à tous de manière centralisée et actualisée, implique de nombreuses difficultés pour tout le monde quand on veut vraiment utiliser une voirie communale. Le groupe de travail déterminait qu'il fallait pallier à cette situation en faisant en sorte que ces informations soient appréhendées de manière uniforme à l'échelle entière de la Wallonie, y compris en communauté germanophone. Tom a expliqué pourquoi. Ici, j'illustre un peu des cartes Michelin, des cartes de l'IGN, des cartes de promenade. Chaque carte a son mode d'illustration et qui ne tient pas compte les uns des autres. Donc, pour ce point 3, la recommandation de notre groupe de travail est de mettre à disposition du public un atlas ayant une valeur juridique certaine au travers d'un site internet de la région wallonne qui serait géré par la région wallonne et qui fournirait donc une information précise, fiable, argumentée, centralisée, évaluée et surtout mise à jour régulièrement, ce qui est une grosse difficulté pour tout ce qui est des renseignements cartographiques actuels. Par ailleurs, afin de permettre aux personnes qui ne disposent pas d'outils informatiques, il faudrait que cet atlas et ses mises à jour soient consultables dans les administrations communales. Conjointement, pourquoi pas, d'autres informations pourraient être précisées aussi sur ce site internet. Ça a été évoqué dans le groupe de travail. Le cadastre des territoires de chasse
les dates de journée de chasse battues, les activités d'entretien ou d'exploitation qui nécessitent la fermeture d'un chemin quand c'est connu à l'avance et qu'on sait que ça va durer un certain temps, les décisions de justice. Et donc, on voudrait que cet atlas donne des informations uniformes, non équivoques et non ambiguës à l'échelle de la Wallonie. Merci pour votre attention. Wow, merci pour votre très très bel exposé, très clair. Et c'était de la fiction, le petit... C'était du vrai, donc vous avez... Ah oui. Et Michel, c'est pas moi. Non. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention extrêmement claire. On va passer au point suivant, donc, qui concerne la création, la modification, la suppression des voiries, éléments de procédure. Un aspect un peu technique, mais ô combien important, puisque vous savez que les procédures, c'est un peu ce qui rythme le quotidien de pas mal d'entre vous ici aujourd'hui dans la salle. Donc, ce point sera présenté par Monique Van den Bulcke, en tant que représentante de la CREC. Vous connaissez tous Monique, mais permettez-moi de mettre en évidence certains aspects de sa formation. Donc, elle est économiste, fiscaliste, environnementaliste, une formation en biodiversité à l'université de Gembloux et en négociation. Elle a passé une grande partie de sa carrière chez Carmeuse entre 2004 et 2011 avec des fonctions en relations extérieures, environnement et communication. Et vous avez tous connu Monique entre 2000 et 2004 qui était chef de cabinet adjoint du ministre Forêt en charge de l'aménagement du territoire. Et depuis 2012, Monique n'arrête pas de travailler et s'est lancée dans la création d'une entreprise qui s'appelle Permis d'entreprendre. Voilà. Et donc Monique va nous parler, donc, comme je l'ai dit, des aspects de procédure liés à la voirie en tant que membre de la CREC. Merci Monique en tout cas. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous retirez un intérêt de ce qui est exposé aujourd'hui et je pense que je vais répéter parfois certains propos déjà tenus par les précédents, mais je crois qu'ils sont importants. Alors, je vais vous dire que heureusement que le décret voirie existe, parce qu'en tant que carrière, donc si ce décret n'existait pas, très souvent, si on n'était pas d'accord avec le conseil communal, avec la commune, il n'y avait pas moyen de progresser dans la carrière en toute légalité. Il se fait que les communes ont conservé le pouvoir de déterminer les voiries qui sont sur leur territoire. Donc c'est le conseil communal et c'est sa peut-être dernière attribution plénière. Et tant que ce décret n'existait pas, il n'y avait pas de recours possible et les dossiers restaient bloqués. Alors, le décret du février 2014 a donc introduit une procédure pour modifier, supprimer ou créer un chemin, une petite voirie, dans le but d'améliorer le maillage et de favoriser les déplacements doux. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Cette demande, comme je vous l'ai dit, passe par le conseil communal. Et ce qui est nouveau avec le décret, c'est qu'aujourd'hui, il existe une possibilité de recours. Si la commune n'est pas d'accord, si le conseil communal refuse la création, la modification, la suppression d'une voirie, vous pouvez aller en recours auprès du gouvernement. Alors, comment ça se passe ? Donc, au départ, vous prenez contact avec la commune, vous introduisez votre demande. Quand vous introduisez votre demande, il faut avoir un dossier complet, un dossier d'urbanisme et un dossier qui reprend les plans de la future voirie et les plans de la voirie supprimée éventuellement.
dans les 15 jours de l'introduction de la demande, la commune doit organiser l'enquête publique. Cette enquête publique, comme vous l'avez déjà entendu, sera de 30 jours. Alors qu'une enquête publique pour un permis d'urbanisme, c'est 15 jours, mais pour le décret voirie, 30 jours. Dans les 15 jours de la clôture de cette enquête publique, le conseil communal soumet, le collège soumet au conseil communal le résultat de l'enquête publique et demande au conseil de statuer. Ce conseil doit statuer dans les 75 jours, c'est-à-dire à partir du jour où vous avez déposé la demande. Dans les 105 jours, si le tronçon à créer, modifié ou supprimé se trouve sur le territoire de plus d'une commune. Dans ce cas, il faudra également consulter la province. Donc, je vous dirais d'une façon pratique, de toute façon, si vous avez un chemin ou une voirie à modifier, à créer, à supprimer, une des premières personnes à rencontrer, c'est le commissaire Voyer, avant même d'aller voir éventuellement ou de prendre un contact à la province, si votre voirie est à cheval sur 2 communes. Si ça se passe sur le territoire d'une seule commune, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous devez aller voir, si c'est à cheval sur 2 communes, vous devez voir la province parce que l'avis de la députation va être un avis conforme. Donc très important, c'est-à-dire un avis que les communes seront obligées de suivre. Si vous n'avez pas de décision dans les délais qui ont été prescrits, il y a la possibilité pour le demandeur de faire un rappel à la commune. Si il n'y a toujours pas de réponse dans les 30 jours, c'est assimilé à un refus. Si vous vous trouvez dans la situation d'un refus d'office qui est confirmé par écrit, soit par abstention de réponse du conseil communal, vous avez la possibilité donc de vous adresser au gouvernement à dater de cette décision ou même de la non-décision du conseil. Le collège doit vous informer. Elle informe le demandeur, le gouvernement ou son délégué, et le public est informé par voie d'affichage sans délai pendant 15 jours. De la même manière, les propriétaires riverains seront informés également. Alors, la procédure de recours. Le recours donc est adressé au gouvernement dans les 15 jours d'un des éléments suivants. Donc c'est l'un ou l'autre, soit la réception de la décision du conseil communal ou l'expiration des délais de réponse, soit l'affichage pour les tiers intéressés, soit la publication à l'Atlas, ce qui, entre parenthèses, n'est encore jamais arrivé. Dans les 60 jours, le gouvernement notifie sa décision sur le recours à l'auteur du recours, au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. S'il ne le fait pas, la décision du conseil communal sera confirmée. Et le public, lui, est informé par voie d'affichage de la commune et la décision est notifiée au propriétaire riverain. Voilà donc la procédure. Le décret prévoit également des éléments que je n'ai pas développés ici, qui sont complémentaires à cette procédure, dans le cas où le tracé de la voirie fait l'objet d'un plan d'alignement. Ce n'est pas souvent le cas quand vous vous trouvez dans la campagne, en zone agricole. Le conseil communal aura à se prononcer, si c'est le cas, s'il y a un plan d'alignement, de manière distincte sur le tracé d'une part et sur le plan d'alignement d'autre part. Et le délai de 75 jours, dans ce cas, est doublé. Donc s'il y a un plan d'alignement, vous aurez un délai de 2 fois 75 jours. Comme l'a développé certains de mes collègues, une voirie peut également se créer par usage du public en 30 ans
ou en disant si le tracé fait l'objet d'un plan d'alignement. Je reviens sur l'atlas des voiries communales. Le problème, évidemment, de cet outil qui n'est pas à jour, les gens considèrent qu'il est publié sur WallonMap et qu'il est consultable dans chaque commune. Il ne s'agit pas évidemment de la même chose, comme l'a très bien décrit M. de Scutter. On a d'une part l'atlas des voiries vicinales, qui lui est inscrit dans WallonMap, mais qui n'a pas de valeur légale. Il y a d'ailleurs une inscription littérale qui dit qu'il n'y a pas de valeur légale à cet instrument. D'autre part, il manque, comme on vous l'a dit, les décrets d'application du décret. Déjà depuis 8 ans, on aurait pu y penser. Des tentatives de certaines communes pilotes pour la mise à jour de l'atlas sur leur territoire, est-ce qu'elles ont totalement abouti? Je pense qu'il y a des choses pratiques qui en sont sorties, mais d'une manière en tout cas formelle, la méthodologie n'a toujours pas été fixée et n'est pas précisée puisque l'arrêté d'application qui doit la préciser n'existe pas. Les conséquences, on vous en a déjà parlé, c'est une information incomplète ou erronée pour le public, pour les autorités, pour les propriétaires, pour les gens qui doivent y travailler. Ce sont des risques de conflit entre différents usagers et également la difficulté de déterminer les responsabilités en cas d'accident. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui circulent avec des vélos électriques et je connais beaucoup plus d'accidents qui viennent de se produire depuis que ces vélos électriques se promènent sur les chemins et les sentiers. Alors, notre groupe de travail, je vais reprendre ça, a recommandé que les fameux arrêtés d'application qui sont manquants au décret soient travaillés et publiés, que les notions de voirie, comme l'a rappelé le premier intervenant, les notions même, les définitions de voirie communale, de chemin, de sentier, de servitude de passage, etc., puissent au moins être précisées dans une circulaire interprétative qui permet aussi de rapprocher et de réconcilier différentes réglementations. L'harmonisation des textes législatifs sur le sujet, qui sont parfois contradictoires. Nous réclamons aussi des moyens humains, c'est-à-dire pour ça des subsides, pour réaliser dans les communes le travail de mise à jour de l'atlas, commune par commune. Ça demande aussi que les personnes qui seront attelées à ce travail de mise à jour reçoivent une formation et que les agents communaux, par ailleurs, qui doivent faire respecter les petites voiries et leur bon usage, soient également informés et formés dans ce sens. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. J'invite les orateurs à venir prendre place pour la séance de questions-réponses. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, présentez-vous de manière brève. Nous avons nos deux, comment est-ce qu'on vous appelle, stewardess, qui vont passer parmi vous avec le micro. Y a-t-il des questions? Je vois une main qui se lève. Sophie, monsieur là-bas. Ah non, il y a une dame qui court plus vite que toi. Voilà. Donc, présentez-vous, à qui la question, et soyez bref et concis et précis. Voilà. Boris Nazdrowiski, manager mobilité active au sein du service public de Wallonie. Alors là, vous avez déjà tapé sur les doigts parce que je ne viens pas tout de suite avec une question, mais je crois quand même un élément important.
J'ai en charge au sein du service public de Wallonie de mettre en place un plan d'action Wallonie piétonne et Wallonie cyclable. Et donc il est vrai aussi que cet atlas est un élément très important pour promouvoir la mobilité active. Et l'autre élément que je souhaitais mettre en évidence, c'est que donc, avant de rentrer au service public de Wallonie, je travaillais pendant 10 ans pour l'ASBL Sentier.be, qui est devenu aussi Tous à pied. Et j'ai travaillé de manière assez active justement sur ce projet d'actualisation. Et un rapport avait été transmis à l'administration wallonne ainsi qu'au cabinet du ministre Di Antonio, avec une proposition de méthodologie d'actualisation des atlas qui était quand même assez précise. À l'époque, M. Renaud Brion aussi du cabinet avait mis en avant certaines propositions. Donc voilà, je ne suis pas loin de la dernière personne vivante, mais peut-être active dans le milieu, qui a travaillé du début à la fin de ce test pilote pour l'ASBL. Et donc je suis bien sûr à disposition pour pouvoir éventuellement retrouver ce rapport et venir le présenter, parce que je crois qu'il y avait quand même des conclusions et des propositions assez intéressantes. Voilà, je m'excuse, je n'ai pas respecté votre consigne, mais je trouvais que c'était peut-être quelque chose d'intéressant à transmettre. Donc c'est une information, ce n'était pas une question. Voilà, donc c'est voilà. ça que je dis. Mais avec plaisir. Donc, si ce rapport existe, je ne sais pas si vous pouvez le communiquer peut-être au secrétariat du Conseil économique et social. Donc, si c'est parle bien du rapport qui a été évoqué par Tom de 2018. Un rapport final du projet d'actualisation des atlas. C'est super intéressant, mais c'est un peu dommage aussi qu'il soit resté, on ne sait pas où, peut-être sur votre bureau pendant 4 ans, parce que c'est vraiment un élément important au niveau de la mise en œuvre du décret, effectivement. Merci en tout cas, et donc on a bien pris note de votre nom, vous êtes filmé, donc on attend vraiment ce document de votre part. Y a-t-il quelqu'un, une personne, là au milieu de la salle, Sophie, monsieur? Oui, bonjour. Mon nom est Jean de Hemtine. Je suis invité ici au nom de la Fondation pour la conservation des habitats, mais je m'exprimerai peut-être avec une autre casquette. Je suis aussi président de la commission consultative d'aménagement du territoire de Henri et membre de cette CLDR. Et ma question va porter sur, si c'est possible, de définir ce que l'on entend par comités locaux, puisque vous avez brillamment expliqué que ces comités locaux avaient un rôle dans l'inventaire de la voirie qui était effectué au niveau des communes. Et si je parle d'Henri, c'est que c'est une commune qui, au fond, a pris cette problématique très tôt dans cette approche, puisque c'est encore, je dirais, au siècle dernier que, à l'initiative du conseiller synergétique Flavion Molinier, la CLDR a mis cette thématique d'un inventaire de la voirie communale, a mis en place cet inventaire. Pourquoi? En fait, parce que nous sommes une commune très très touristique. Maretsou, Annevoie, la vallée de la Molinier, c'est quelque chose qui fait en tout cas sens pour beaucoup de touristes. Et le conseil synergétique, qui n'était pas obligatoire à l'époque, il n'y avait pas d'obligation de se former en conseil synergétique, mais le conseil synergétique avait souhaité, dans son conseil d'administration, mettre des environnementalistes, des forestiers qui n'étaient pas chasseurs et des agriculteurs non chasseurs. Et on a très vite identifié 2 problèmes. Le premier, je serai très rapide, c'est la question des dégâts de sangliers. Et le deuxième débat a porté sur la circulation pour permettre effectivement, durant les périodes de chasse, que les promeneurs puissent se promener. Et donc, la commune a embrayé très vite. Le collège a, au fond, identifié que c'était un enjeu du futur, et la CLDR aussi. Et donc, la commune, la CLDR, le conseil synergétique, le syndicat d'initiative, on a pu mettre en place une circulation 12. Alors, ils sont très fiers parce qu'on dit qu'il y a plusieurs centaines de kilomètres de boucles. Et la question est celle-ci. C'est que nous avons réalisé cela parce que nous étions un comité local. Aujourd'hui, les comités locaux, c'est quoi? C'est pas défini. Est-ce que l'on peut entendre que font partie des comités locaux des gens qui sont extérieurs aux communes? Donc vous pouvez imaginer que ce sont alors des comités citoyens, ou est-ce qu'un comité local, c'est quelque part un comité qui représente les citoyens habitant la commune d'une part, ou d'autre part les organes consultatifs qui sont prévus? Voilà, c'est la question.
Il y a peut-être une question légale de fond sur la composition de ce comité. Peut-être que la réponse est facile, mais peut-être Tom ou quelqu'un d'autre peut répondre. Oui, Tom oui, voilà. Merci. Donc effectivement, il y a, à mon avis, 2 volets à la réponse. Il y a en droit, ce qu'on sait, c'est ce qu'en dit le décret. Je l'ai évoqué tout à l'heure, en tout cas, il était à l'écran. C'est représentant des usagers des associations de promotion de la mobilité douce et représentant des propriétaires titulaires de droits fonciers et des agriculteurs. Donc ça, c'est ce que dit le décret. Et effectivement, l'attente, donc c'est le deuxième aspect de la réponse. Dans la pratique, qu'en sera-t-il? Donc il y a vraisemblablement les enseignements à tirer des expériences pilotes dont effectivement le rapport n'est aujourd'hui pas public. Et puis il y a effectivement les possibilités qui seront laissées aux communes par rapport à la constitution de ces comités locaux. Donc en droit, je ne sais que vous dire aujourd'hui la liste de ceux qui seront potentiellement, seront représentés, pardon. Et puis effectivement, dans le concret, est-ce qu'on peut utiliser des comités locaux ou des instances consultatives existantes? Est-ce qu'on peut faire venir des représentants associatifs qui ne sont pas issus de la commune? Toutes ces questions-là devront être réglées par les arrêtés d'application. Et donc aujourd'hui, il y a vraisemblablement ce que le bon sens dicte et l'idée qu'on a tous et chacun. Et il faudra effectivement que les arrêtés d'application puissent déterminer effectivement la manière dont, dans le cadre d'une méthodologie fixée, voilà, effectivement, dont la pertinence au regard des objectifs du décret sera évaluée par le gouvernement, fixée par les arrêtés d'application, ou un vadémécum, ou les arrêtés de subvention qui subventionneront le personnel nécessaire en commune pour réaliser la classe. Donc, les voies et moyens du gouvernement seront larges que pour fixer le cadre de fonctionnement, mais il y a vraisemblablement effectivement une vraie discussion à avoir sur la composition de ces comités locaux et j'imagine des enseignements à tirer des expériences pilotes. Mais il n'y a pas de réponse aujourd'hui à la question que vous posez. Si je peux me permettre, Tom, dans les recommandations donc de l'avis du Conseil, il y avait effectivement une recommandation qui visait à appréhender lors de la création, modification, suppression de voirie, entre autres la composante environnementale, trame verte et bleue et patrimoniale via l'application de l'article 11. Donc, ça fait partie, votre préoccupation a été rencontrée au niveau de l'avis du Conseil en disant ne perdons pas non plus cette dimension. Et on sait qu'Olivier a insisté beaucoup en tant que représentant du pôle sur cette dimension environnementale et le rôle que peut jouer les voiries, non seulement sur les aspects environnementaux, mais également patrimoniaux. Mais on y reviendra par après. Donc c'est bien une préoccupation qui a été relevée. Donc la manière, l'opérationnalisation de cela, c'est encore à voir au niveau, très probablement, comme tu dis Tom, au niveau des arrêtés que l'on va inviter le gouvernement à prendre très rapidement, puisqu'on va lui demander une feuille de route. Mais ça, c'est la petite surprise qu'on réserve pour le représentant du ministre Boursu, mais je ne voudrais pas le faire partir. Donc je garde mes... Je ne le vois plus. Mais il est parti. Il y en a plusieurs, des représentants du ministre, mais bon, voilà. Olivier, tu as une question? On va peut-être prendre, si vous êtes d'accord, la dernière. Si vous en avez d'autres, on aura une deuxième. Vous avez une question, monsieur? Je vais prendre la vôtre aussi. Après, c'est Olivier. Et puis... Il sera très rapide. Olivier Guillit, on me présentera tout à l'heure pour déjà gagner quelques secondes. Et je m'adresse à Jocelyne, où j'étais très interpellé par ton exposé, et qui me fait dire qu'on a peut-être, dans notre avis initiative, peut-être oublié quelque chose complémentaire, parce qu'on s'est concentré sur les voiries communales, mais en fait, des voiries ouvertes au public, qui ne soient pas communales, il y en a aussi un paquet. Et dont on pourrait dire aussi, mais quel serait l'outil qui permettrait d'être associé à l'Atlas. Et Jocelyne, pourrais-tu nous citer quelques-unes de ces voiries publiques qui ne sont pas des voiries communales, pour avoir l'amplitude encore du travail? Mais il y a énormément de cheminements qui n'ont pas de statut. Donc, soit ils sont créés par quelqu'un qui a besoin d'aller quelque part, notamment les accès aux éoliennes.
En théorie, les permis d'environnement qui délivrent des autorisations pour les éoliennes demandent la remise en état du terrain aux alentours de l'éolienne. Mais l'éolienne a besoin d'un accès pour son entretien. Donc les chemins ne sont jamais remis à l'agriculture ou à la nature et ils sont empruntés tous les jours par toutes sortes d'usagers. Dont certains font, enfin, il y en a dans la commune où je travaille, il y en a qui font des rodéos en vélo, en VTT électrique, avec tous les problèmes que ça peut faire surgir, notamment d'accidents, ou, voilà, et qui n'ont pas de solution pour le moment, puisque ces chemins n'existent pas. Il y a tous les chemins d'entretien de la SNCB, donc, que j'ai illustrés ici. Il y a énormément de cheminement, et je pense que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment connu, oui, parce que des ouvriers communaux mandatés souvent par un échevin vont placer de la signalisation publique sur des chemins privés. Donc, ils le font en toute bonne foi, ils se disent oui, on va limiter l'accès, on va limiter... alors que ce sont des chemins privés qui ne devraient même pas être ouverts, qui devraient même être munis d'une barrière pour moi. Il y a énormément de chemins comme ça. Là, je pense que le public devrait pouvoir avoir le droit d'y circuler, mais en toute connaissance de cause, en sachant que ce ne sont pas des voies publiques ou en sachant que ce sont des servitudes, ou, enfin voilà. Et on ne le sait pas, personne ne le sait. Oui, bonjour. Vincent Verru, je travaille au SPO et au DNF. Et donc, la question était la suivante. Vous avez identifié pas mal de constats qui sont assez implacables. Et la question, c'est est-ce que dans le cadre de votre remise d'avis, est-ce que vous avez été jusqu'à identifier des facteurs de blocage qui font que ça fait là au moins 8 ans que les choses n'évoluent pas, en tout cas dans le sens qu'il faudrait aller pour avoir une solution qui soit opérationnelle pour tous les usagers, finalement? Je ne sais pas qui peut répondre à cette... Moi, j'en ai en tout cas un. Alors, je vais laisser répondre les orateurs, c'est mieux. Sinon, on va encore dire que je suis un contestataire. Donc. En tout cas, par rapport à la mise à jour, par rapport à la création de l'atlas des voiries communales, il y a certainement, et en premier lieu, le facteur coût. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a de la mobilisation de ressources humaines au sein des communes, des 262 communes, avec plus ou moins d'acuité. Parfois, une personne ne sera pas suffisante dans une commune, même pendant plusieurs années, pour y arriver, parce qu'il y a tout le collationnement des éléments juridiques et légaux des actes, que pour pouvoir effectivement avoir une situation à jour. Et donc ça, c'est certainement, outre les questions de complexité et de formation, il y a certainement le facteur coût, qui est un élément extrêmement important, me semble-t-il, dans la balance, étant entendu qu'il faudrait effectivement pouvoir contrebalancer ces éléments-là avec le rapport des expériences pilotes. En tout cas, moi, c'est l'écho que j'en ai eu, c'est que effectivement, le travail d'inventaire, le travail pratique sur le terrain, celui-là est tout à fait faisable, mobilisable, mais la question de la recherche des éléments probants derrière est un élément de coût assez conséquent pour la finalisation de ce grand chantier. Oui, c'est mon avis personnel et je sais qu'on est filmé, mais nous changeons de législation, en tout cas de mandataire tous les 6 ans. Il y a énormément de sujets dont il faut s'emparer et je pense que la petite voirie, c'est un problème méconnu et qui soulève peu d'intérêt, donc il y a d'autres priorités. Voilà, quelques éléments de réponse. Je pense qu'il y a certainement d'autres points, mais voilà, si vous lisez bien l'avis et vous lisez entre les lignes, je pense que vous allez en trouver pas mal non plus. C'est vrai qu'on pourrait demander aussi au prochain gouvernement de désigner un ministre de la petite voirie. Au moins, ça permettrait de... le demander, oui, pourquoi pas, parce que, et là je me tourne vers le Conseil, parce que ça me semble important qu'on puisse à un moment donné avoir une personne qui centralise tout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le ministre Borsu, mais toutes les initiatives que l'on prend au niveau d'autres cabinets et d'autres ministres empiètent un tout petit peu sur ses compétences, et c'est vrai
aujourd'hui, en termes de solutions, ne va pas toujours très clair. Je pense que Séverine nous donnera le mot de la fin avant d'aller prendre un petit café. 20 minutes grand maximum, parce qu'on a déjà pris 30 minutes de retard. Et on se retrouve ici pour les 4 derniers points de l'avis avec les autres panélistes. Vas-y, Séverine. Oui, moi, c'était juste pour ajouter... Je parle dans le micro. Au niveau de la méthodologie, donc en effet, on n'a pas eu le rapport de la méthode d'actualisation. Maintenant, nous, du côté des propriétaires, ce qu'on avait relevé, c'était qu'il n'y avait pas de recherche d'éléments de droit. Donc, ce n'est pas tout d'aller faire un état des lieux de ce qui se passe sur le terrain, s'il y a des sentiers, des chemins qui existent physiquement ou pas, de regarder les éléments juridiques à la commune ou éventuellement à la province, mais il faut aussi aller voir chez le propriétaire s'il a éventuellement des éléments probants juridiques qui confirment ou qui infirment. Et donc ça c'est un élément très important, donc c'est du tripartite qui fait que ça coûte encore plus cher et ça prend encore plus de temps, mais c'est un élément incontournable. Merci, voilà, bonne pause. On se retrouve ici dans 20 minutes, c'est-à-dire à 11h, quoi. 20 petites minutes, quoi.